Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, Félix Tshisekedi, accueilli par des dizaines de milliers de personnes à Kinshasa en République démocratique du Congo. Véritable démonstration de force pour le candidat de l'UDPS, fort de son alliance avec l'opposant Vital Kamerhe. Entente conclue à Nairobi, l'UDPS et l'UNC alliés pour la présidentielle. On en parle dans un instant avec mes invités. Appel au Togo de la C14 à 2 nouvelles journées de manifestation les 29 novembre et 1er décembre. La principale coalition de l'opposition dénonce des irrégularités dans le processus électoral. Mobilisation en quelques jours des élections législatives du 20 décembre dans lesquelles l'opposition annonce le boycott. Puis on parlera tout à l'heure des difficultés du secteur de l'agriculture, secteur en attente d'industrialisation. L'agriculture est en crise et pour cause, seuls 5 pays respectent les engagements de Maputo de 2003 de consacrer au moins 10% du budget annuel à l'agriculture. Voilà donc pour les titres et pour en parler avec moi ce soir, Blaise Ndoumbé-Youm, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychothérapeute et chef d'entreprise. Avec à vos côtés Didier Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. Sur ce plateau également, Jean-Marie Talley. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara. Vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience. Et sans plus tarder, notre premier débat. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont de retour à Kinshasa. Les deux poids lourds de l'opposition congolaise sont rentrés ensemble ce mardi après avoir conclu un accord à Nairobi au Kenya. Entente qui prévoit le désistement de Vital Kamerhe au profit du candidat de l'UDPS à la présidentielle du 23 décembre. Cet accord intervient quelques jours après celui de Genève que les deux hommes ont signé mais qui sont retirés 24 heures après. Félix Tshisekedi affrontera donc Martin Fayulu en plus du candidat du pouvoir. Et pour l'UDPS, la campagne a commencé dès la descente d'avion du candidat Tshisekedi en compagnie donc de son directeur de campagne Vital Kamerhe. Reportage Jacques Amboka. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont regagné Kinshasa ce mardi 27 novembre en provenance de Nairobi où ils ont signé un accord qui désigne Tshisekedi comme candidat commun du camp pour le changement à la présidentielle du 23 décembre. Les tandems Tshisekedi-Kamerhe ne regrettent pas d'avoir quitté l'accord de Genève. C'est une question que notre peuple ait confiance en lui-même et qu'il comprenne que c'est lui qui doit prendre son destin entre ses mains. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, ce n'est pas Kamerhe. Nous ne sommes que ce qu'on appelle des lampes témoins. Mais le combat appartient au peuple. Qu'est-ce que Félix peut faire ou Vital Kamerhe sans le peuple? Nous ferons quoi? Que le peuple nous dise, voilà, vous avez fait le bon choix, nous sommes avec vous, ok, nous allons gagner. Des milliers de sympathisants ont ainsi fait le déplacement pour accueillir les deux leaders. De l'aéroport international d'Ndjili à leur siège respectif, c'est une foule en liesse qui a accompagné Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sous escorte de la police nationale. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus accueillir les deux leaders, le vrai leader de l'opposition, à savoir Félix Tshisekedi, candidat commun de l'opposition, et son directeur de campagne, le président Vital Kamerhe. Le retour de ces deux leaders est aux yeux de beaucoup une démonstration de force sur leur popularité. Selon les accords signés à Nairobi, Vital Kamerhe est désigné directeur de campagne de Félix Tshisekedi. En cas de victoire, le président de l'UNC se verra octroyer le poste de Premier ministre. Alors, le tandem Tshisekedi-Kamerhe est une candidature bien sûr de poids au sein de l'opposition, mais ce tandem se trouve là confronté à la candidature de Martin Fayulu, désigné par d'autres candidats des poids lourds, là aussi de l'opposition congolaise, dont Jean-Pierre Bemba, mais aussi Moïse Katumbi. Une opposition, donc en tout cas c'est ce qui ressort, qui part donc en rang dispersé. Quelles conséquences sur l'issue du scrutin dans un contexte où l'architecture même de cette élection semble en tout cas donner les avantages aux candidats du pouvoir? Peut-être Blaise Youm? Je commencerai par dire que le Congo, c'est un pays assez spécifique. Il reflète
fait, ce qu'on retrouve à l'approche des élections dans tous les pays africains en général, c'est un pays qui est sous tension depuis son indépendance à cause des intérêts miniers liés aux puissances internationales qui s'y investissent et qui manipulent donc forcément d'une manière ou d'une autre les élections à l'intérieur de ce pays-là. Passons ça. Reprenons l'élection, la dernière de 2011. Il y avait deux grands candidats. Le président Kabila, qui n'est plus candidat aujourd'hui, face à lui, le père de Félix, donc Étienne Tshisekedi, qui était déjà un poids lourd. Il représentait à eux deux 13 millions à peu près d'électeurs, et c'est Kabila qui l'a emporté, avec ce qu'on a suivi par la suite. Étienne arrive sur cette lancée, Félix, pardon, arrive sur cette lancée. Espérons qu'il aura, avec cette union faite avec M. Vital Kamerhe, qu'il aura une chance de réunir vraiment l'opposition. Mais les divisions qu'on voit déjà se poindre à l'horizon vont être difficiles pour trouver surtout que le candidat Kabila, même s'il s'efface, a derrière lui un candidat qu'il présente en sous-main, d'après certains Congolais avec lesquels j'ai échangé, d'après eux, ils manipuleraient aussi cette élection dans le sens où il reviendrait éventuellement, il a quelque part dans l'idée de revenir un peu plus tard, donc après ce jeu. Ça ne sera pas facile, bien que le schéma nous paraît beau. Didier Ouedraogo, est-ce que ce tandem-là, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, ça peut fonctionner contrairement à l'accord de Genève? Ça fonctionnerait si déjà ils avaient quelque chose en commun, d'assez lisible. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses en commun, sinon qu'une alliance contre l'autre parti de l'opposition et contre bien sûr le candidat donc, de Kabila. C'est-à-dire qu'on entend parler, donc il y a une distribution de postes qui se fait en amont. C'est assez curieux quand même, hein, parce que quoi qu'on dise, et quand on voit un peuple aussi en colère avec des légitimités tout à fait, et des raisons tout à fait crédibles, qui vont derrière des dirigeants comme ça pour attendre donc le salut demain, et que ces derniers même sont déjà en train de se distribuer un petit peu la manne électorale, avant même d'être au pouvoir, on se demande ce qui se passe. Parce ça vous paraît un peu déplacé? C'est-à-dire que c'est même pas déplacé, c'est presque unique. Ils sont pas là pour travailler par rapport à une élection réelle. Pour moi, c'est ça. Ce sentiment-là que ça me laisse passer, parce que ils disent, bon, on va faire une campagne, on a déjà distribué les postes, on va faire un programme commun, donc ça veut dire que le programme n'existe pas encore, etc., etc. Donc on s'est dit, mais ils vont faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire en tant que constituant ce tandem? Je dirais que l'opposition à côté, du moins, l'opposition bis, parce qu'il y en a deux maintenant, et à côté, paraît peut-être plus structurée parce qu'elle est plus ancienne, et déjà, bon, parce que eux, c'est comme si c'était des dissidents en fait de l'opposition classique. Oui. Donc on se retrouve avec une tripartition dans un pays, mais où en fait aucun ne sait ce qui va se passer, quoi. Alors je me pose beaucoup de questions sur cette élection. Jean-Marie Tadé. Oui, effectivement, ils mettent le doigt sur deux choses essentielles. L'immaturité de nos hommes politiques. Les exemples des autres pays d'Afrique, les exemples des périodes électorales ou des événements électoraux dans d'autres pays d'Afrique ne leur ont pas servi. Ils ont eu tout le temps pour s'organiser, pour avoir une opposition unie. Ils ont eu tout le temps pour taire les égos. Ils ont eu tout le temps pour mettre de côté certaines arrogances personnelles. Ils ne l'ont pas fait. Alors ils se retrouvent aujourd'hui d'abord à se battre entre eux en tant qu'opposants, dans l'opposition, pour aller affronter le candidat du pouvoir. On se l'appelle comme ça, le candidat du pouvoir, qui a tous les moyens et surtout les moyens d'État pour gagner. Et donc malheureusement, on risque de se retrouver dans une situation où, partant en rang dispersé, sans programme politique commun, qu'on se retrouve d'abord qu'ils soient en train de se taper entre eux, et pour ne plus viser l'objectif commun, s'il y en avait un véritablement, qui était la conquête du pouvoir. Et on va se retrouver à refaire ce qui s'est passé dans les autres années, ça veut dire dans les années 2011, à refaire tout ce qui se passe dans d'autres pays, c'est-à-dire à tourner en rond devant la situation criante sur tous les enjeux qu'il y a aujourd'hui dans un pays comme la RDC, et qui sont au-delà des enjeux simplement politiques, des enjeux sociaux. Blaise Ayoum.
Oui, je rebondis là-dessus pour dire que ce pays va très mal quand même, il faut le dire. Tout à fait. Kinshasa, d'accord, c'est une grande agglomération d'une dizaine de millions d'habitants, mais le pays en lui-même est confronté à plusieurs guerres dans ses frontières, sud, ouest, avec le Rwanda, ses voisins, l'Ouganda, qui rentre de temps en temps, qui ont des intérêts, et toutes les compagnies minières internationales qui ont des intérêts importants. Donc s'il n'y a pas des dirigeants forts demain dans ce pays, on sait ce qui va y arriver. Contestation des élections, des résultats qui vont arriver bientôt. Parce que donc le scénario de 2011 qui risque de se répéter, entraînant encore une nouvelle crise, et maintenant le pays dans ce chaos. Malheureusement, c'est les populations qui en souffrent. Parce que si on met la charrue avant les bœufs en partageant déjà les postes, alors qu'on n'a même pas un programme lisible, comme disait mon confrère à côté, pour avancer vers un projet de société qui permette demain aux Congolais de s'en sortir, avec un programme solide. Franchement, c'est que du partage de postes. Et au final, on se retombe dans les mêmes intérêts égoïstes des uns et des autres, qui n'arrivent pas à faire un programme pour le peuple congolais, mais uniquement pour eux-mêmes. Et ça, c'est très mauvais dans nos pays africains, où le combat est vraiment différent, parce que si nous, on se cantonne à se battre entre nous, alors que les enjeux sont internationaux, les enjeux, on le dira tout à l'heure, l'agriculture, l'exploitation de nos ressources, la transformation de nos ressources chez nous-mêmes, etc. Si nous-mêmes, on n'est pas à ça, on passe notre temps à chipoter entre nous, à nous battre pendant que nos sols sont vidés de leurs ressources. Didier Ouedraogo. Ça pose un problème même, je dirais, parce que de philosophie politique générale en Afrique. Parce que dans le fond, on se demande si on continue avec ce jeu électoraliste, on va avancer quelque part. J'ai l'impression qu'on s'est tellement fait piéger par un jeu qui ne nous ressemble pas, c'est-à-dire par des mécanismes donc de désignation du pouvoir politique qui ne correspondent à rien. D'autant plus qu'en réalité, c'est un copier-coller donc de valeurs que les peuples attendent un petit peu, avec bien sûr beaucoup donc de représentation, mais dont les responsables premiers qui en fait atteignent le pouvoir, l'acquièrent et le gèrent, ne savent pas du tout ce qu'il faut en faire. Et même mieux, en fait, ils viennent au pouvoir juste parce qu'il faut quelqu'un pour diriger quelque chose. Et on repartage un peu, on rebat les cartes et c'est tout. C'est-à-dire il y a un vrai problème donc pour réfléchir un peu à la démocratie, parce que si on prend la situation en RDC ou ailleurs, on est pratiquement dans le même scénario. Bon, donc ça veut dire qu'il faut qu'on change de cap. Si on ne change pas de cap, on va répéter l'histoire de manière permanente, avec les mêmes échecs, les mêmes questions, sans solution aucune. En d'autres termes, quand on voit ce scénario, on sait très bien que les jeux sont faits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on va quelque part en sachant que c'est déjà mort. Excusez-moi du terme. Hein. Mais on a déjà échoué. C'est-à-dire que le candidat Chanari a déjà gagné d'avance? Il est évident que Kabila ne s'est pas mis de côté, il n'a pas accepté la pression pour juste accepter la pression parce qu'il s'est assagi. Ça serait quand même un leurre politique, en tout cas une myopie politique tout le moins, que de le penser. Oui, et effectivement, vous voyez, là il met le doigt, Ouedraogo met le doigt sur quelque chose qui est extrêmement important en Afrique. Alors, l'Afrique n'a pas son modèle. L'Afrique fait du copier-coller, alors importe des modèles qui ne correspondent pas à sa société, à son environnement, aux besoins de ses véritables populations. Alors quand on fait du copier-coller, malheureusement on se trouve en marge de l'original et on voit ce que cela devient. L'Afrique a un potentiel, a des capacités, a des personnes, a des hommes formés, a des hommes dynamiques, a des hommes qui ont une certaine volonté, qui individuellement ont des visions. Mais comment on peut expliquer que dans une circonstance comme celle-là, en RDC, qui est quand même un très grand pays en Afrique centrale, l'un des plus importants, derrière l'Afrique du Sud, le Nigeria, et ainsi de suite. Alors, comment se fait-il qu'il ne soit pas capable de concevoir un modèle politique qui, derrière, va laisser découler un modèle économique, un modèle social, tout ce qu'on veut, à partir du vécu de la société congolaise. Ça pose de sérieux problèmes. On voit l'amateurisme des individus. Ils ont eu tout le temps, ils ont eu toutes les années. Vital Kamerhe a sillonné le monde entier.
il n'est pas capable, avec Tshisekedi, de s'opposer, malgré le passé de Tshisekedi qui est issu d'une famille déjà de politiques, on s'aperçoit qu'il y a toujours de la politique politicienne. Donc à la limite, excusez-moi l'expression, mais on s'en fout complètement de ce que veut le peuple, on s'en fout des besoins du peuple, on s'en fout des solutions qui pourraient mettre le peuple en situation de construire et de rivaliser avec l'évolution du monde actuel. Et ça nous pose des problèmes parce que les mêmes, nous les retrouvons en train de venir, prenons le cas de la diaspora, venir solliciter la diaspora en rang dispersé, mais qui en réalité ne veulent pas du tout de cette diaspora, parce que la diaspora ne se retrouve nulle part dans ce qu'ils font, que ce soit le parti au pouvoir, qui est une continuité de l'ancien système, ou les multiples oppositions, qui sont plutôt l'expression des égos personnels des individus. Et on se retrouve à tourner en rond, et pendant ce temps, les multinationales, les politiques étrangères, qu'est-ce qu'elles font? Malheureusement, elles piochent, elles puisent au détriment de nos propres intérêts. Et l'Afrique reste continuellement en situation guerrière, en situation de bataille, et ça nourrit le terreau. J'allais dire, en fait, ça fait grandir les autres politiques internationales ailleurs, parce qu'on se focalise sur nous, on se base sur nous pour tirer l'expérience, pour venir nous faire des enseignements au moment où nous n'avons pas besoin de ces enseignements. Les Africains que vous voyez là, la plupart, que ce soit Tshisekedi ou Kamere ou tout là, ils sortent des mêmes écoles que les écoles occidentales. Ils ont les mêmes camarades de classe qu'en Occident. Ils y ont vécu. Mais ils connaissent, en Occident, on ne regarde pas le modèle africain pour s'inspirer, pour construire le modèle occidental. Pourquoi en Afrique, on ne doit pas regarder le modèle africain et construire sur la base d'un modèle purement propre aux sociétés, aux cultures africaines? Blaise Ayoum, alors ce scrutin comporte bien sûr des enjeux ethniques, des enjeux régionaux. Sur ce point, est-ce qu'on peut dire que cette alliance avec Vital Kamerhe peut véritablement bénéficier à Félix Tshisekedi, alliance qui pourrait in fine aboutir à une convergence entre les voix de l'UNC qui sont bien implantées à l'Est et les voix de l'UDPS qui se situent plutôt à l'ouest de la RDC? Oui, Ouedraogo disait tout à l'heure que c'était une sorte d'alliance antinomique, hein, qui n'était pas une vraie alliance, pas sur un vrai programme. Donc forcément, il mise, je l'ai dit tantôt, sur ce que le père a laissé, en tout cas ce qui concerne Félix. C'est ce que son père avait comme aura dans ce pays-là. Un ancien opposant depuis des années à Mobutu et à la suite à Kabila père, Kabila fils. Et aujourd'hui, c'est son fils qui prend le relais. Je pense qu'il surfe là-dessus. Une première erreur, Ouedraogo l'a relevé également, c'est qu'il y avait déjà une opposition structurée au pays, qui est déjà là. La sienne surfe sur la popularité, mais on l'a vu ailleurs, la popularité ne fait pas une élection. Il y a bien sûr plusieurs personnes qui sont venues là, comme on a vu au Cameroun récemment, qui bougent, mais est-ce qu'ils sont vraiment inscrits? Est-ce qu'ils pèseront en tant que tels sur le scrutin? On verra bien, surtout que ça a été modifié, hein, la constitution du Congo a été modifiée en 2006 hein, pour refaire une élection maintenant à un tour. Voilà, donc ça modifie un peu le jeu électoral. Et vu les divisions, on a deux oppositions. Diviser pour mieux régner, c'est le pouvoir qui manipule parfois ça derrière pour que lui, il ait la facilité que son candidat passe. En général, je l'ai déjà dit ici à une émission précédente, les partis au pouvoir sont des partis États. Ils utilisent les moyens puissants de l'État, des fonctionnaires de l'État que les autres n'ont pas. Donc en amont, ils ont déjà préparé les inscriptions sur les listes électorales pendant que les autres discutaient, bavardaient. On est le 23 décembre, c'est demain. Donc, est-ce qu'une alliance faite sur les partages de postes suffira pour redistribuer les cartes et permettre à Étienne de réussir son pari? J'ai de grands doutes. Donc, le pouvoir a une longueur d'avance aussi, notamment dans le programme électoral. On sait que le candidat Chadari a déjà commencé, lui, à exposer son programme présidentiel, contrairement au candidat de l'opposition. C'est tout à fait logique qu'il continue d'exposer, puisque lui, il est dans la continuité. Il est dans une continuité de programme, de travail avec Kabila, donc il n'y a pas de raison on ne va pas inventer l'eau chaude. Hein. Donc lui, il continue son travail dans la mesure où, de toute façon, deux choses. Premier élément, c'est qu'il a les moyens du pouvoir, comme me dit mon collègue tout à l'heure. Donc il n'y a aucune raison qu'en ayant donc les rênes et tous les leviers, n'est-ce pas, donc de la propagande, de la communication, etc., il n'y aboutisse pas. Deuxième élément.
quand bien même, on voit déjà, on peut pointer ici déjà des erreurs politiques, et même des gravités politiques d'un point de vue du processus électoral. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison que nous soyons en Occident ou ailleurs, quand on voit vraiment quelque chose qui doit fonctionner à peu près démocratiquement, on n'utilise pas les moyens de l'État pour arriver au pouvoir. Donc déjà, il y a une grosse corruption qui est légitimée donc, par le pouvoir en place. Parfait. Et là, les choses vont tranquillement. C'est pas normal qu'on arrive à ça. On devrait rebattre les cartes, remettre tout à zéro, les compteurs à zéro sur le point de vue budget des campagnes, pour qu'on travaille. Donc, tous les candidats n'ont pas les mêmes moyens. Mais du tout. Donc de toute façon, on ne peut pas y arriver. Et le dernier élément, c'est que, bien qu'on parte sur des dés aussi pipés que ça, on va arriver à des élections et on va avoir la bénédiction du monde entier, de la dite communauté internationale, pour nous dire « Merci, vous avez progressé, l'Afrique avance en démocratie ». Et ça, c'est un gros problème, parce qu'il nous faut aussi, en tant que diaspora, et en tant que, je dirais, théoricien ou bien en tout cas engagé politique, et que sais-je encore, que nous puissions aussi dénoncer ça. Parce que ce n'est pas normal que dans les pays africains, tout le monde sait, tout le monde a conscience que les choses ont été mal faites, et que quand bien même elles ont été mal faites, on arrive, on dit c'est bien. Alors Jean-Marie Talley, pardonnez-moi, je sais que vous voulez intervenir, mais on va marquer une très courte pause et puis ensuite vous aurez largement la parole pour vous exprimer sur la politique en République démocratique du Congo, donc autour de cette élection présidentielle du 23 décembre. Une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.